Bien, bonjour à tous, je suis Jean-François Conceau et je suis accompagné sur l'estrade, j'espère que vous nous voyez tous les trois, d'André Orléans qui nous fait le plaisir de venir à Grenoble en physique, en personne, pour nous faire sa présentation qui est consacrée à la rationalité autoréférentielle et au mimétisme. Et également à cette table, Thierry Delpech, qui est le directeur de l'équipe régulation de Pacte. L'intervention d'André Orléans aujourd'hui s'inscrit dans un séminaire commun organisé par deux équipes de Pacte, l'équipe régulation et l'équipe gouvernance. Et c'est également aussi le prélancement d'un programme de recherche qui va nous occuper pendant 1 an et demi sur la question des innovations monétaires et de la confiance. Alors, dans cette présentation, André Orléans, qui est économiste, va insister sur la question de la rationalité sur les marchés et en particulier en finance. Et c'est une analyse qui est vraiment très pertinente parce que, avant même la crise financière globale de 2007, 2008, 2009, André Orléans avait fourni des outils très utiles pour comprendre la formation des bulles financières et comment se comportaient les agents sur les marchés. Et c'est une approche qui est assez, hétérodoxe, dans le sens où il ne s'appuie pas du tout sur l'hypothèse d'efficience des marchés financiers, c'est-à-dire qu'on est aux antipodes de cette hypothèse qui fonde la théorie de la finance, on va dire traditionnelle, qui considère que les marchés sont efficients si l'information est parfaite, et qui développe une analyse de la rationalité qui s'appelle la rationalité fondamentale, c'est-à-dire qui est en fonction de la valeur fondamentale telle qu'elle est anticipée par les agents économiques. Et André Orléans, grâce à son parcours, grâce aux échanges qu'il a eus avec des chercheurs qui sont, y compris en dehors de la science économique, eh bien, a élaboré une grille de lecture vraiment passionnante qui met en lumière comment les comportements sur les marchés financiers sont fondés très souvent sur des biais, on pourrait dire comme ça, mimétiques, c'est-à-dire qui consistent à essayer d'anticiper la position dominante du marché et qui arrive finalement à une solution qui paraît complètement aberrante pour des observateurs extérieurs, mais qui en réalité est parfaitement rationnelle. Et c'est ça qui est finalement intéressant dans la conclusion des travaux d'André Orléans là-dessus, c'est qu'il explique très bien que ce qui se passe sur les marchés financiers, même si c'est présenté parfois comme de l'exubérance, en réalité c'est parfaitement rationnel. C'est parfaitement rationnel si on intègre la rationalité des agents sur les marchés financiers. Et deuxième résultat du travail, ça montre aussi que la finance vit en quasi-autonomie, dans le sens où elle est complètement déconnectée de l'économie réelle. Ce qui se passe sur les marchés financiers génère des bulles avec des comportements parfaitement rationnels, mais avec malheureusement une déconnexion totale avec l'économie réelle. Et c'est bien ça justement qui est problématique. Et c'est bien ça qui était vraiment passionnant avant même la crise financière globale. André Orléans nous avait permis de comprendre ça, contrairement à la théorie standard dominante des marchés financiers, qui n'était pas en mesure d'expliquer ces phénomènes de bulles. Voilà, donc André, tu vas avoir 45 minutes, 50 minutes pour présenter. Et après la présentation, nous aurons l'avis éclairé de deux collègues expertes des questions des marchés et de la finance. D'une part, Pascal Trompette, et d'autre part, Amélie Artis. Et tout d'abord, André, c'est à toi. Merci beaucoup. Donc on m'a autorisé à enlever mon masque, donc j'en profite. Donc merci pour cette invitation à Grenoble. Je suis très heureux d'être ici et de pouvoir parler donc, de ce sujet conceptuel qui est donc rationalité autoréférentielle et mimétisme. C'est une question conceptuelle et je vais la prendre comme telle, mais elle a beaucoup d'impact comme les questions conceptuelles dans notre conception de l'économie en général et le point qui va m'intéresser plus particulièrement sur les marchés financiers. Donc j'ai essayé de développer ça pour montrer comment on peut construire, me semble-t-il, une image des marchés financiers, un concept de marché financier qui est très différent de celui auquel on est habitué. Pour ce faire, en fait, j'aurais un fondement très important, sur lequel je vais revenir beaucoup, c'est le chapitre 12 de la théorie générale de Keynes, qui donne
disons, un certain nombre d'arguments fondamentaux pour comprendre comment fonctionnent les marchés. Même, et au fond, j'essaye d'aller dans cette voie et de la systématiser, en quelque sorte, la pensée de Keynes dans le chapitre 12. Alors, donc le thème, c'est rationalité, autoréférentiel et mimétisme. Depuis longtemps, je m'intéresse dans mes recherches... Non, pas encore. C'est comme ça, comme on fait. On peut faire ici, là. D'accord. Ah oui, ça c'est la première fois. D'accord. Excusez-moi. Donc je me suis intéressé depuis longtemps à la question de l'imitation, et comme l'a rappelé Jean-François, dans ma conception, l'imitation, je le comprends comme un comportement rationnel. Donc je distinguerai les formes d'imitation qui sont nombreuses, que je vais analyser, avec ce qu'on pourrait appeler le panurgisme, ou bien ce que Durkheim appelait la singerie machinale, c'est-à-dire ce comportement, disons, mécanique d'imitation. On peut, d'ailleurs, il y a plusieurs formes de mimétisme. Il y a un mimétisme, dans les formes rationnelles de mimétisme, il y a plusieurs formes de mimétisme. Le mimétisme, ce que j'ai appelé le mimétisme informationnel, c'est-à-dire vous copiez quelqu'un parce que cette personne a de l'information, et donc en le copiant, vous améliorez vos performances. Il y a un autre mimétisme qu'on peut appeler le mimétisme normatif, qui conduit à imiter les autres pour votre réputation. C'est une certaine mise en pratique du dicton anglais fait à Rome comme les Romains. Et enfin, celui qui va m'intéresser aujourd'hui, qui est beaucoup plus complexe, qui est la question du mimétisme autoréférentiel, et comme j'ai montré, qui est lié à la question de liquidité. Alors le temps nous est véritablement compté, d'autant qu'on a commencé en retard, donc je suis désolé, je vais aller assez vite, et je serai plutôt schématique, mais je voudrais présenter l'ensemble de mon argument. J'indique simplement que voilà, vous trouverez, excusez-moi de faire ma propre publicité, mais dans l'Empire de la valeur en particulier, le chapitre 7 contient beaucoup des éléments que je vais développer. Dans le pouvoir de la finance, je suis aussi beaucoup intervenu sur cette question, évidemment. Et puis cet article plus facile à trouver de 2015, dans la revue de la régulation, la valeur économique comme fait social, la preuve par les évaluations financières. Donc vous trouverez là-dedans de quoi nourrir votre réflexion. Alors, juste un point, je vais commencer par définir un peu la question d'autoréférentialité. En matière d'autoréférentialité, j'ai beaucoup appris auprès de Jean-Pierre Dupuy, qui est un chercheur qui a dirigé le centre de recherche en épistémologie appliquée, et donc je reprends pas mal de ses travaux, en particulier ce livre Ordre et désordre, dans lequel il s'intéresse beaucoup à la question d'autoréférentialité. Qu'est-ce que c'est que l'autoréférentialité? Il propose ce petit exemple que je trouve tout à fait parlant, et donc que je vous propose. Vous prenez la phrase « il fait beau ». Vous prenez la phrase « il fait beau » et si vous comptez la phrase « il fait beau » à 10 lettres. Donc vous comptez les lettres de cette phrase, il n'y a pas de problème. On peut dire que c'est un système dans lequel il y a une référence qui est extérieure à la mesure, qui est « il fait beau ». La phrase compte « il fait beau » et compte 10 lettres. Et il opposait ça à cette autre expérience. Cette phrase a un certain nombre de lettres. Et là, vous voyez évidemment la différence, c'est que si vous mettez un certain nombre de lettres à l'intérieur, ça va modifier le nombre de lettres totales. Donc l'autoréférence, c'est un peu ça, c'est cette idée que lorsque vous agissez, en fait, vous modifiez, chacun modifie le but que tout le monde poursuit. Par exemple, dans ce petit exemple, vous comptez ici, il y a 10 lettres, et bien si vous réfléchissiez comme dans un système référentiel, le premier cas, vous diriez cette phrase à 19 lettres, excusez-moi. Cette phrase a 19 lettres, et si vous écrivez cette phrase à 19 lettres, vous voyez qu'elle a 26 lettres. Donc il y a, évidemment, puisque le nombre de lettres, le chiffre que vous indiquez modifie le choix. Et comment on peut traiter cette question? Jean-Pierre Dupuy proposait en fait deux types de modèles qui vont être intéressants pour nous, pour comprendre ensuite, quand je vais arriver à des choses plus pratiques. C'est d'abord le comprendre à travers l'équilibre en quelque sorte. Si on nomme ici l'opérateur qui à chaque x chiffre
fait correspondre le nombre total de chiffres. Donc on avait op de 19 égale 26 par exemple. Donc vous avez un certain opérateur et résoudre le problème, c'est trouver le point fixe de l'opérateur, la valeur U telle que op de U et telle que l'opérateur de U égale U. Donc c'est une première méthode pour arriver, c'est la méthode un peu de l'équilibre si vous voulez, pour arriver à saisir ces configurations autoréférentielles. Il y en a une autre qui est une méthode, je dirais, dynamique ou interaction, c'est que vous commencez par un certain nombre de lettres, UT, et vous calculez comment ça modifie le résultat, et puis vous continuez, et si les choses se passent bien, comme dans cet exemple, ça converge vers un point qui sera un point fixe. Par exemple, là, vous voyez, 19, c'était mon point de départ, donc op de 19, ça vaut, pour la valeur 19, ça vaut les 19 lettres de la phrase à lettres, plus 7, ça fait 26, op de 26, si vous ajoutez, ça vous fait 27, et ensuite vous trouvez un point fixe. Donc c'est un système, en quelque sorte, pour trouver le résultat, le point fixe du système et qui permet de comprendre les deux. Donc on peut dire qu'il y a deux approches, je ne vais pas développer trop, qui donc une approche d'équilibre ou de structure, dans laquelle vous essayez de penser directement la configuration d'équilibre, et une approche qu'on pourrait dire interactionniste, qui essaye de comprendre quelles règles, à travers des règles dynamiques, comment on peut converger. Un autre exemple qui est peut-être plus parlant, c'est vous pensez à un groupe de N individus qui ont chacun un groupe de travail, ils ont chacun leur productivité, et un système hétéroréférentiel, c'est lorsque ces individus ont une norme de productivité, et chacun doit se rapprocher de cette norme de productivité. Donc c'est pas simple à comprendre, chacun, si vous mettez des sanctions par exemple, lorsqu'il y a un écart, et vous arrivez à stabiliser la situation. Une autre structure qui va être plus intéressante pour moi, c'est le même cas de N individus dans un groupe, mais dans lequel la norme de productivité est la moyenne des productivités observées par les individus. Et vous voyez là qu'on est effectivement dans une structure très différente. Dans la première, il y a une référence qui est extérieure, et dans celle-ci, il n'y a pas de référence interne. Tout mon but, pour que vous compreniez où je veux en venir, c'est d'essayer d'étudier ces systèmes pour montrer que les marchés financiers sont des structures autoréférentielles et qu'une particularité que je voudrais mettre en avant des systèmes autoréférentiels, c'est qu'ils peuvent produire des émergences, ils peuvent produire ce qu'on appelait des points fixes, ils peuvent produire des références, comment un système sans référence peut produire de la référence, comment un groupe qui est mu par des interactions interindividuelles peut arriver à se stabiliser en produisant une référence externe. C'est ça le mécanisme que je veux analyser. Il me semble que c'est un mécanisme social très important que les économistes négligent pour des raisons que j'indiquerai tout à l'heure. Donc dans le cas de notre structure d'acteurs cherchant à se rapprocher de la productivité moyenne, ce qui va être très proche du concours de beauté keynésien pour ceux qui le connaissent, eh bien si vous analysez la structure, il faut trouver des XI et des XJ tels que chacun est égal à la moyenne de tous. Donc on peut montrer, si vous calculez les points fixes de ça, c'est assez simple à montrer que toutes les valeurs de productivité sont des équilibres, parce que dès lors que n'importe quel niveau de productivité est utilisé, la moyenne c'est celle-ci, et comme chacun l'a, eh bien vous êtes dans la situation d'équilibre. Et des règles, alors une règle, c'est ainsi que s'introduise le mimétisme autoréférentiel, c'est de montrer qu'il y a des règles de type mimétique, hein, pas forcément un mimétique, je dirais, purement mécanique, mais qui sont mimétiques au sens où les acteurs, pour se déterminent par rapport aux autres. Hein. Par exemple, dans le premier, la première règle, xi égale 1n moins 1 sigma, etc., ça veut dire simplement que chacun anticipe la moyenne de la productivité des autres et agit ainsi. Une règle qui serait beaucoup plus mimétique et qui converge bien, c'est à chaque moment, à l'instant t plus 1, vous prenez la moyenne des autres à l'instant t. Hein, donc vous observez les autres, et en fait cette règle en effet converge vers une norme, mais qui n'est pas n'importe laquelle, qui est en fait la moyenne au départ. Bon, voilà, je ne peux pas en dire plus, mais simplement ça vous montre de quoi il s'agit. Et ça a quand même cet effet, on va trouver des structures de même type, c'est-à-dire
les deux sont très différents, parce que la première n'a qu'un seul équilibre, et on converge toujours vers 28 lettres, on peut faire la démonstration, tandis que l'autre, il y a beaucoup plus d'équilibre, et les règles peuvent converger vers des équilibres très différents. Et c'est ça qui va surtout m'intéresser, c'est-à-dire des situations autoréférentielles où il y a des multiplicités, pensez tout le temps au marché financier, je vais y venir, où il y a une multiplicité d'équilibres, et les règles mimétiques conduisent à des polarisations, au fait que tout le monde soit d'accord sur une seule valeur, et cette polarisation crée un phénomène d'émergence dans la mesure où, ce qu'on pourrait appeler une convention, dans la mesure où le groupe qui est le consensus du groupe sur une certaine valeur produit une émergence, c'est ce que j'appellerais une auto-extériorisation. Le groupe qui n'avait pas au départ de représentation commune crée par le processus de mimétisme autoréférentiel une référence collective. Et j'indiquerai, si j'ai le temps, j'ai peur de ne pas l'avoir trop, mais c'est pour ça aussi que je me suis beaucoup rapproché, j'ai beaucoup utilisé Durkheim, car Durkheim, dans son analyse des valeurs et des faits sociaux, a des modèles qui sont, des modèles conceptuels qui sont tout à fait proches, au sens où il essaye de penser comment le groupe peut arriver à produire quelque chose qui le dépasse à travers des phénomènes de polarisation du même type, même s'il n'utilise pas le terme mimétique. Voilà, c'est ça, au fond, mon but, et c'est en cela que, si vous voulez, ce concept d'autoréférentialité me paraît important, parce qu'il va avec une série d'autres concepts qui sont, je montrerai que les phénomènes de liquidité, en fait, qui est un concept très difficile en économie, que la liquidité, en fait, crée des structures autoréférentielles au sens où j'ai défini, et elle permet de comprendre les conventions, c'est-à-dire des phénomènes d'auto-transcendance, vous avez compris, d'émergence. Le groupe qui n'avait pas de normes se fixe une norme à travers ça, ou alors chez Durkheim, une valeur émerge, les idéaux collectifs émergent par ces processus, ou encore d'extériorisation ou d'autonomie, parce qu'il semble que le groupe autoréférentiel, en constituant, apparaît comme autonome, parce qu'il se donne à lui-même sa propre loi. Et donc je pense que ces visions-là me semblent intéressantes pour relire un certain nombre de questions économiques, et surtout les questions de liquidité. Car en effet, si vous regardez la théorie de la valeur, la théorie économique standard, elle est de nature strictement hétéro-référentielle. Il y a des références, et c'est quoi les références? C'est quoi le socle sur lequel se construisent les prix? Eh bien, ce sont les préférences individuelles. Depuis la théorie marginaliste de la valeur, on sait que, leur idée, c'est que, pour aller vite, parce que je pense que beaucoup de gens connaissent et que le temps manque, c'est que donc le prix est une représentation des utilités des acteurs, et on sait que le prix doit être égal à l'équilibre, à l'utilité marginale, les rapports de prix au rapport d'utilité marginale. Donc on est dans un système qui est un système référentiel. Et c'est ça que je voudrais essayer d'aller plus loin, parce que déjà même ce propre système référentiel, on voit que du point de vue de sa réalité empirique, il pose beaucoup de problèmes, dans la mesure où il est clair, je crois pour tout le monde, que les préférences individuelles, loin d'être des facteurs exogènes des problèmes, sont des facteurs endogènes. La subjectivité marchande est produite par les entrepreneurs, le marketing, etc. Donc on est dans des systèmes qui sont beaucoup plus complexes, en fait. C'est une espèce d'approximation qui a ses vertus, mais qui serait tout à fait insuffisante. Mais c'est ça, au fond, dans l'empire de la valeur, j'insiste beaucoup en parlant de ce que j'appelle l'objectivité marchande, c'est-à-dire cet ensemble de règles que l'économie néoclassique se donne à elle-même pour construire un monde hétéro-préférentiel, c'est-à-dire dans lequel les qualités sont fixées, dans lequel les qualités des objets sont fixées, dans lequel les préférences des individus sont fixées, dans lequel le mécanisme de prix est un mécanisme qui évite à tout prix les phénomènes d'interaction, d'envie, de mimétisme. C'est le commissaire-priseur babracien, donc les économistes savent ça, c'est-à-dire un système dans lequel les acteurs sont absolument indépendants les uns des autres, ne font pas du tout attention aux uns des autres, mais sont simplement en rapport avec le prix qui a été fixé par le commissaire-priseur. Donc on est en quelque sorte dans la structure la moins autoréférentielle, mais la moins mimétique, on pourrait même dire d'une certaine manière que ce que veut produire Walras, c'est précisément un mécanisme qui soit anti-mimétique
au sens où il voudrait que le prix exprime bien les vraies préférences des acteurs, pas celles qui se modifieraient par un processus social d'interaction. Et on peut dire que le commissaire-priseur valracien représente ça assez bien. Et la conclusion, la conséquence de ces propriétés, c'est la fameuse loi de l'offre et la demande, dont on peut la caricaturer en disant que lorsque le prix augmente, la demande baisse. Donc la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire le grand principe d'autorégulation, on peut dire que c'est le résultat le plus central de la théorie économique qui permet de justifier que les procédures de marché sont des procédures stabilisantes, c'est quand le prix d'un bien augmente, la demande baisse, et donc il y a des forces de rappel qui reviennent. Mais les conditions pour que ça fonctionne, c'est effectivement qu'il n'y ait pas d'interaction et qu'il n'y ait pas de mimétisme. Parce que si jamais, lorsque le prix augmente, les préférences, par exemple, se modifiaient pour des raisons de, je ne sais pas, d'envie ou de quel que ce soit, ou bien quand le prix augmente, la qualité du bien se modifiait, alors, par exemple augmentait, dans ces structures-là, qui ne sont donc plus les conditions, disons, de base de l'équilibre valracien, dans ces conditions-là, la loi de la demande ne fonctionne plus, parce que quand le prix augmente, la demande peut augmenter, parce que, par exemple, la qualité du bien a cru, ou parce que la désirabilité du bien qui est devenu plus cher, par un effet Veblen, par exemple, augmente. Donc on voit bien que les conditions de la stabilisation, je ne parle pas en quelque sorte dans le vague des idées, c'est bien ça qui est au cœur, en fait, c'est le cœur conceptuel de cette formulation de l'équilibre général à travers cette idée. Donc on voit que c'est important, et ce que je voudrais... et donc on peut dire que c'est un cas, le marché valracien est un cas paradigmatique de ce qu'on peut appeler la médiation externe, c'est-à-dire le fait qu'il y a vraiment eu une extériorisation des qualités, des préférences et un mécanisme de prix de la nature que je viens d'indiquer. Et en fait, les économistes ont voulu étendre ce modèle si puissant pour ce qui est des marchandises ordinaires, des marchandises de consommation, ils ont voulu l'étendre au marché financier. Et donc c'est là où j'en viens, et il me semble que là, il y a tout à fait un problème. Et comment l'ont-ils fait? Parce que le marché financier, c'est loin d'être un marché de biens ordinaires, comme les chaises, les tables, les ordinateurs, où chacun achète en fonction de l'utilité anticipée du bien. Donc comment est-ce qu'ils ont pu, ces structures qui est très étrange, où on par exemple un marché d'actions, où les gens s'échangent des actions, on ne voit pas très bien au départ quel est le rapport avec la présentation précédente. Eh bien l'idée, c'était à nouveau de construire quelque chose qui soit une référence objective, à partir duquel les acteurs se détermineraient, de telle sorte qu'on aurait un processus qui serait de même nature que le processus valracien, c'est-à-dire un processus fondamentalement référentiel. Et là, à nouveau, vous voyez la puissance de ce concept. Comment est-ce qu'ils font? Eh bien, c'est, pour aller vite, à nouveau, on pourra peut-être en parler dans la discussion, c'est l'idée qu'il y a une valeur fondamentale au titre. Les titres ont une valeur fondamentale, et elle est simple à comprendre. Qu'est-ce que c'est un titre? C'est rien une action, c'est un droit sur des revenus futurs. Donc, donc on pourrait dire simplement la valeur du titre, c'est la somme des revenus qui sont produits, mais il faut introduire l'idée que 1 euro dans le temps N n'est pas exactement 1 euro aujourd'hui, donc il y a des phénomènes d'actualisation. Donc cette idée très simple donc, de dire que le titre a une valeur objective qui est donnée par son flux futur de profit ou dividende, et on trouve là, vous avez la valeur fondamentale du titre. Donc ça permet de créer une référence sur une valeur qui devient une valeur référentielle pour les acteurs. Les acteurs qui croient à cette valeur, les acteurs qu'on va dire fondamentalistes, eh bien si jamais le prix des actions est supérieur, eh bien ils vont avoir tendance à vendre parce que ils gagneraient la différence avec la valeur fondamentale. Si elle est inférieure, au contraire, ils ont intérêt à acheter. Donc il y a un mécanisme ici de stabilisation à partir de ça. J'ai donné une petite citation de Keynes où il explique ce lien entre la valeur fondamentale et la série des revenus escomptés. Le problème avec cette
Alors il y a beaucoup de problèmes avec cette valeur fondamentale, j'en passe des milliers, mais celle qui m'intéresse aujourd'hui, et j'y viens directement pour ne pas perdre de temps, c'est que ça ne tient pas compte d'une caractéristique des marchés financiers qui est essentielle, qui est la liquidité, ou si vous voulez, la négociabilité. Le fait que sur un marché financier, eh bien, vous pouvez acheter ou vendre des titres. Donc il y a une nouvelle caractéristique qui va transformer le rapport au titre entre les acteurs, c'est le fait qu'on peut se l'acheter et se le vendre. Pourquoi ça change? Pour une raison extrêmement simple, c'est que désormais, au lieu de prendre la stratégie fondamentaliste qui au fond revient à prendre une action et à investir sur le long terme, vous avez une autre possibilité, c'est acheter ce même titre pour le revendre demain. Et à ce moment-là, la question devient différente parce qu'elle va dépendre du prix auquel vous allez le revendre demain. Dans cette valeur fondamentale, c'est ce qui est fort, c'est que le prix futur n'intervient pas. C'est une valeur fondamentale qui est donnée par la nature de l'entreprise en question. Là, lorsque vous introduisez la liquidité, naturellement, s'introduit le fait que vous pouvez acheter pour vendre et donc que vous allez calculer votre stratégie, sa rentabilité à partir de là. Donc, ça donne cette formule, excusez-moi pour ces petits trucs d'économiste, mais R de T, c'est le rendement. Vous voyez que le rendement fait intervenir deux choses, non seulement les dividendes, comme dans le cas passé, c'est dt plus 1, ça vous donne un certain dividende, mais aussi la différence de prix entre le prix anticipé et le prix futur. C'est très simple, ça vous dit simplement que lorsque vous avez cette stratégie, ce n'est plus le rendement qui dépend, mais le rendement est la plus-value que vous allez faire sur le titre, et donc qui va dépendre du prix futur. Donc c'est ça la question c'est cette introduction très simple de la question de la liquidité, et qui transforme complètement le problème, et qui en fait un problème véritablement autoréférentiel, c'est-à-dire très compliqué, dans la mesure où désormais chacun doit, pour faire son investissement, son choix, doit essayer de savoir qu'est-ce que c'est que B de T plus 1A. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que, au fond, l'opinion du marché la fois prochaine. Et on voit donc que chacun va se déterminer à partir de cette opinion future. Donc, il y a un mécanisme d'autoréférentialité. Je crois, à mon sens, le grand théoricien de ça, c'est Keynes dans le chapitre 12, qui a été assez, au fond, sous-utilisé par le mainstream, mais qui contient toutes les bonnes intuitions que je vais réutiliser à mon compte ici. Donc, Keynes était tout à fait conscient de cette notion de liquidité et il proposait en conséquence de dire qu'il y avait deux types d'activités sur le marché. L'activité qu'il appelle entreprise et l'activité qu'il appelle spéculation. L'activité qu'il appelle entreprise, c'est celle justement qui aurait comme stratégie d'investir à long terme et donc qui s'intéresse aux revenus sur le long terme. Donc pensez à une assurance, ce qu'on appelle les investissements de père de famille, donc vous gardez ça en portefeuille et pendant toute votre vie, vous récupérez les dividendes. C'est ce qu'il appelle le comportement d'entreprise dans la mesure où ça serait aussi le comportement d'un entrepreneur au moment où il a investi. Il doit distinguer entre ce que va lui rapporter et la notion d'investissement. Et par spéculation, l'activité qui consiste à prévoir la psychologie du marché. Donc c'est là, au fond, mon point de débat de ma réflexion sur l'autoréférentialité, c'est qu'est-ce que ça veut dire l'activité qui consiste à prévoir la psychologie du marché, c'est-à-dire PT de plus 1. Donc il y a tout un raisonnement qui est très intéressant qui est chez Keynes dans le chapitre 12, je n'y reviens pas, pour montrer que en fait, la spéculation est le comportement le plus rationnel, si j'ose dire, c'est le comportement rationnel, ou si vous voulez, c'est le comportement le plus adapté à la liquidité. Dès lors, s'il n'y avait pas de liquidité, d'ailleurs vous n'auriez pas de choix, hein, s'il n'y avait pas de marché, lorsque vous calculez votre investissement, vous n'avez pas d'autre choix que de comparer le prix aujourd'hui avec ce que vous allez obtenir la vie entière. Donc ça s'imposerait. Et donc on comprend bien que quand on crée des marchés, quand on produit la liquidité institutionnellement à travers un marché, il y a quelque chose, je dirais un peu même chez Keynes, s'il en est conscient, d'artificiel dans le fait de rendre des titres qui n'étaient pas liquides, de les rendre liquides, parce que
la valeur, l'entreprise n'est pas liquide, elle est rendue liquide, et Keynes développe avec beaucoup de force l'idée que c'est la spéculation qui est l'adaptation rationnelle au fait que il y ait de la liquidité. Donc c'est pas du tout une aberration, c'est tout à fait rationnel. Je ne développe pas, mais je vous donne juste cette citation. Est-ce que j'ai le temps? J'ai combien de temps là? 25 minutes. Il me reste combien de temps? 25. Donc je vous donne cette citation parce qu'elle est très... voilà, elle exprime bien, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, vous allez comprendre, je lis avec vous. Les investisseurs se préoccupent, non pas professionnels, donc il veut dire ceux qui ont l'habitude du marché, et ceux-là, justement, il veut montrer qu'ils seront des spéculateurs. Alors on va comprendre pourquoi. Donc les investisseurs professionnels se préoccupent non pas de la valeur véritable d'un investissement pour un homme qui l'acquiert afin de le mettre en portefeuille, ça c'est la définition de la valeur fondamentale, hein, la valeur de l'investissement lorsqu'il le met en portefeuille toute sa vie. Donc ça c'est ce qu'on a appelé la valeur fondamentale, c'est ce qu'il a appelé l'entreprise. Donc ce n'est pas tellement la valeur fondamentale, je relis, les investisseurs professionnels se préoccupent non pas de la valeur fondamentale, mais de la valeur que le marché, sous l'influence de la psychologie de masse, lui attribuera 3 mois ou 1 an plus tard. Vous êtes d'accord? C'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est l'introduction de la liquidité, l'introduction de l'opinion du marché à la période suivante. Et cette attitude ne résulte pas d'une aberration systématique. Et pour le montrer, il prend ce petit exemple. Il ne serait pas raisonnable, en effet, de payer 25, le prix aujourd'hui, pour un investissement dont on croit que la valeur justifiée par le rendement escompté est 30. Et quand la valeur justifiée par le rendement escompté est 30, ça veut dire la valeur fondamentale est 30. Donc, il n'est pas raisonnable de payer 25 un investissement dont la valeur fondamentale est 30, si l'on croit que 3 mois plus tard, le marché l'évaluera à 20. Donc on voit que dans ce comportement, l'investisseur a 2 signaux. Il a calculé la valeur fondamentale, il obtient 30, mais il a des informations sur le marché qui lui disent que demain c'est 25. Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc ici vous avez la courbe, j'ai fait une espèce de courbe de prix. Normalement, s'il était fondamentaliste, comme c'est 25 et qu'il imagine que c'est 30, il serait haussier. Il achèterait à l'instant T0 le titre et il gagnerait 5 puisqu'il pense que c'est 30. Vous me suivez? Et donc il serait haussier. Or, si jamais il pense que demain c'est 20, la stratégie fondamentale, la stratégie, je veux dire, excusez-moi, rentable, la stratégie la plus rationnelle, c'est de tenir compte de ça et d'augmenter son profit d'autant. C'est-à-dire, au lieu d'être haussier et d'acheteur, d'être vendeur, jusqu'à 20, donc il gagne jusqu'à 20, et ensuite d'être acheteur à 20. Et donc vous voyez que cet acteur qui, sur les bases de la valeur fondamentale, devrait être haussier, en fait sur le marché, va être baissier. Donc en effet, et c'est ça le comportement rationnel. Donc cet exemple est tout à fait éclairant. Excusez-moi, je vais essayer de voir sans être partout. Donc ici, on a, je ne développe pas, mais vous voyez comment cet exemple est très très fort. Et on pourrait se dire d'ailleurs, merci beaucoup, on pourrait dire aussi, pourquoi c'est 20 demain? Imaginez que tout le monde croit à la même chose, eh bien ça pourrait être 20 demain parce que tout le monde serait baissier à ce moment-là, et le 20, au lieu d'être ce que pensait chacun, devient la réalité à travers ces phénomènes d'autoréalisation qui sont une caractéristique des processus autoréférentiels. La conséquence immédiate de ça, c'est que de la liquidité et de la spéculation, ça c'est un point vraiment complètement théorique fondamental, c'est que la loi de l'offre et la demande ne fonctionne plus. La demande n'est plus une fonction positive du prix. Parce que, comme je l'ai expliqué, qu'elle soit une fonction négative du prix, excusez-moi, vient du fait qu'il doit avoir une référence qui ne bouge pas, comme j'ai expliqué. Mais là, c'est plus du tout le cas. Donc, quand le prix augmente, le spéculateur, normalement, si vous prenez son rendement et que vous ne bougiez pas le prix anticipé, quand le prix augmente, évidemment, il sera acheteur parce que le rendement va baisser. Mais dès lors que vous pensez qu'il y a un rapport entre le prix, le fait que le prix aujourd'hui soit un signal du prix futur, alors le prix augmentant aujourd'hui peut être, et c'est possible, rationnellement, peut être anticipé comme le fait que le prix futur va augmenter. Et dans ce cas-là, comme on le voit souvent, dans ce cas-là, la demande peut augmenter avec le prix. Hein, ça nous explique un phénomène, par exemple, qui est très intéressant dans les cas de panique, que vous savez,
dans les cas de panique, les prix, comme on l'a connu en 2008, les prix chutent de manière drastique, et pourtant il n'y a personne qui achète. Donc ça pourrait sembler tout à fait étrange par rapport à ma loi de la demande. Mais la raison, évidemment, elle en est simple, et tout le monde la connaît, c'est que même quand le prix baisse, tout le monde pense que le prix va baisser encore plus. Et donc, la seule équilibre, c'est zéro. Et on s'en sort par une seule manière, c'est que la banque centrale ou quelqu'un intervient de l'extérieur, qui ne soit pas justement un spéculateur qui prenne une position différente. Donc on voit ici que c'est pour ça que toutes ces questions d'efficacité dont on pourrait être déficient, évidemment, tombent dès lors que la base, en quelque sorte, de l'autorégulation marchande, telle que les classiques et les néoclassiques l'ont compris, n'est pas valable pour ces marchés, puisque les prix peuvent augmenter en fonction de la demande. Alors j'en arrive maintenant au modèle qu'il propose. Excusez-moi, c'est des choses très connues, je vais peut-être aller un peu vite. C'est le concours de beauté keynésien. Excusez-moi, si vous lisez, il faut que je vous dise quelque chose avant. C'est que le concours de beauté keynésien, c'est pas une représentation, il faut bien voir, c'est pas une représentation exacte du marché, c'est un modèle conceptuel. C'est quelque chose qui essaye de rendre compte dans une structure un peu plus simple de cet enchaînement très compliqué. Parce que c'est quand même compliqué, n'est-ce pas, si vous êtes sur un marché, d'essayer d'imaginer ce que tous les autres font, étant donné que ce qu'ils font est eux-mêmes le résultat de ce qu'ils ont anticipé que vous faisiez. Donc il y a quelque chose qui est très très simple, et le génie de Keynes, c'est d'avoir trouvé ce modèle, cette maquette qu'on appelle le concours de beauté. La technique du placement peut être comparée à ces concours organisés par les journaux, où les participants ont à choisir les 6 plus jolis visages, et pas du tout féminins, les 6 plus jolis visages que l'on trouve souvent écrits, parmi une centaine de photographies. Le prix étant attribué, voilà, le prix. Donc on doit choisir les 6, mettons le plus joli visage, ça ne change rien. Et qui est-ce qui gagne? Eh bien c'est celui dont les préférences s'approchent le plus de la sélection moyenne opérée par l'ensemble des concurrents. Donc on retrouve exactement le jeu que j'ai présenté avec les productivités moyennes au départ. Donc c'est un système totalement hétéroréférentiel. Le jeu référentiel, normal, ça serait qu'il y ait un jury qui détermine la bonne photographie. Et donc dans ce cas-là, vous n'auriez pas à vous intéresser aux autres, puisqu'ils n'auraient pas d'intérêt, enfin à peu de choses près. En tout cas, les ignorants qui connaissent rien, ils n'ont aucun intérêt dans cette histoire. Mais vous vous intéresseriez à qu'est-ce qui est le plus beau, ou qu'est-ce que pense le jury, enfin une référence extérieure, et nous éviterions les boucles autoréférentielles. Donc voilà, c'est ça la force, et c'est à partir de là donc, que j'ai travaillé. À ce moment 15. À partir de là que j'ai travaillé, je vais aller un peu vite sur l'analyse de ce jeu, de cette structure. En quelque sorte, ce qu'il faut comprendre déjà dans cette structure, que comprend tout de suite Keynes, c'est que votre stratégie, ça n'est pas de trouver le plus joli visage pour vous. Parce que ce qui compte, c'est ce que les autres pensent être le plus joli visage pour vous. Donc vous comprenez déjà tout. Il y a déjà tout de suite un mécanisme de type mimétique où vous vous intéressez à ce que les autres font. Parce que c'est eux qui font la norme. Donc ce n'est pas votre idée, hein, c'est l'idée que se font les autres. Il n'y a que des cas, on pourrait dire le cas néoclassique sera un cas très particulier, où tout le monde, on aurait de savoir commun qu'il n'y ait qu'une seule opinion qui soit la valeur fondamentale. Parce que là, on retomberait sur nos pieds. Mais on pourrait dire que c'est une espèce d'équilibre conventionnel, comme je le montrerai tout à l'heure. Et donc, vous intéressez aux autres, alors donc ça, c'est pas possible. Alors, vous pouvez vous dire, et c'est ça que dit Keynes, alors au lieu de faire ça, je vais m'intéresser à ce que les autres pensent que je crois. La première croyance, ce que je crois, je vais l'appeler la croyance de premier degré, une croyance primaire. Donc on ne joue pas sa croyance primaire. Ce que je crois être le plus joli visage n'est pas intéressant. Ça ne peut pas être ma croyance primaire, sauf des cas, comme on a dit, très particuliers. Parce qu'il n'y a pas de règle absolue. Hein, il y a tellement d'équilibres possibles, il n'y a pas de règle absolue. La deuxième stratégie, c'est la croyance secondaire. C'est-à-dire d'anticiper les croyances primaires des autres. Hein. Donc vous ne jouez pas ce que je pense, moi je pense que c'est cette photo, non, vous jouez ce que vous imaginez vos croyances plutôt, et je joue ce que vous pensez être les croyances, être vos croyances primaires. Ça c'est la croyance secondaire. La croyance secondaire, c'est la croyance qu'on a des croyances primaires des autres. Mais ça marche, en effet, ça marcherait, à condition que tous les autres jouent selon leurs croyances primaires. Si en effet vous jouez tous sur votre croyance primaire, quand j'évalue la croyance secondaire, je vais tomber là-dessus.
Et donc Keynes, le temps court à une rapidité, je passe tout ça. Alors, ce que j'ai essayé de montrer dans l'Empire de la valeur, c'est que je me suis appuyé sur des travaux empiriques. Et en fait, Keynes finit par dire qu'il y a des croyances de premier, de deuxième, de troisième ordre, de cinquième ordre, mais en fait, il ne donne pas la solution. Il reste là-dessus en disant qu'il y a ce phénomène de spécularité. Et donc, on ne sait pas vers quoi ça converge. Il ne donne pas d'idée. Et donc, pour résoudre ce problème, j'ai pensé à utiliser cet article-là, The Nature of Science, qui a fait des tests expérimentaux sur ce type de situation. Alors, ces types de situations, excusez-moi, c'est ce qu'on appelle des jeux de coordination. Chacun, vous avez tous compris, chacun essaye de trouver ce que les autres vont faire, et celui que je vais utiliser pour avoir des idées claires, c'est trouver un nombre. Donc, il y a un jeu de coordination, voilà, c'est un concours de mots keynésien. Vous allez dire un nombre positif, entier naturel positif, de 1 à l'infini, 1, 2 à l'infini, et celui qui gagne, c'est celui qui est le plus proche de la moyenne, enfin, pas de la moyenne, de la majorité des nombres qui ont été trouvés. Et donc, c'est exactement la même structure. Il montre de même que les croyances, je recommence le raisonnement, les croyances primaires ne fonctionnent pas pour les mêmes raisons. Par exemple, moi, mon nombre préféré, c'est 13 235, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer. Évidemment, il y a très peu de gens, en jouant 13 235, je gagne. Donc, il faut essayer de trouver ce que les autres vont penser quand les autres vont faire la même chose. Donc, c'est pas quand les autres aussi essayent de penser comme moi. Et ceux qui montrent, alors ils le testent, et ils obtiennent, excusez-moi, c'est un peu court, ils obtiennent ce résultat qui est extrêmement intéressant. Sur la gauche, le groupe C, et ils ont pris un groupe d'individus nombreux, et ils les ont divisés en deux. Les premiers, c'est le groupe C, ils leur ont demandé quelles sont vos croyances primaires. Évidemment, ça n'a pas grand sens pour les noms, mais vous voyez conceptuellement. Quelles sont vos croyances primaires? Elles sont il y en a R égale 28, et elles sont très nombreuses, donc 28. La plus répandue, c'est 7. Les gens aiment bien 7 dans ce groupe. Il y a 11% de ceux qui veulent 7 après, il y a 2, il y a 10. Et puis maintenant, et ça c'est un groupe à part, le reste, il a fait jouer le jeu. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est que 1 est sorti. Et ça me paraît très intéressant pour mes phénomènes d'émergence, c'est-à-dire que l'on voit que c'est ni la croyance, ni les croyances individuelles, parce que sinon, il y aurait beaucoup plus de variabilité. Le résultat important, excusez-moi, je suis obligé d'aller vite, mais le résultat important, c'est que les gens arrivent assez à se coordonner. Avant, c'était très, très partagé, et en fait, ils arrivent à se coordonner. Et ils se coordonnent sur quoi? Pas sur leurs croyances primaires, qui seraient très, comme j'ai dit, dispersées, ni sur les croyances secondaires. Si vous avez des croyances secondaires exactes, ça devrait être le 7, puisque c'est ça qui est parmi ma chaîne, mais sur un autre nombre qui émerge et qu'ils appellent la science, parce que ça vient de Schelling, Thomas Schelling qui avait inventé ce terme. Et pour moi, c'est important parce que ça montre que c'est un processus qui fait naître une référence, dont je n'ai pas le temps, on en discutera après d'expliquer pourquoi, mais dont on voit qu'il est en quelque sorte une propriété du groupe, il n'est plus une propriété des individus. Et le résultat que je trouve proprement génial, c'est que la croyance du groupe est une croyance qui est la croyance de personnes, ou de presque, là en l'occurrence de 4%. Et on peut trouver des cas où en fait la croyance du groupe est une croyance de personnes. Personne ne croit à ça, mais tout le monde pense que le groupe se posant cette question croit à ça. C'est assez simple à comprendre, par exemple dans les cas de stéréotypes. Vous voyez, le français avec un béret et une baguette, vous pourriez, dans un jeu, vous pourriez dire oui, personne n'y croit, mais tout le monde peut le voir comme un stéréotype. Donc, en fait, voilà, c'est ça la force des systèmes autoréférentiels, c'est cette caractéristique de produire des références, et c'est pour ça que ça m'a intéressé, en quelque sorte, en violation de l'individualisme méthodologique, parce que ce n'est pas à partir des opinions personnelles qu'on peut le trouver, mais c'est à partir des représentations collectives, des contextes, etc. Donc il y a là une découverte qui me paraît tout à fait importante et donc que j'ai souligné là-dedans. Évidemment, ça a à voir beaucoup avec le terme de convention. J'aurais tendance, et j'ai tendance à vous proposer d'appeler ça une convention.
La convention, c'est ce qui émerge du groupe qui essaye de se constituer une référence collective à partir de lui-même. Or, vous savez que l'autre force de Keynes, c'est d'insister sur le rôle des conventions en finance, parce que je vais revenir à mon exemple. Voyez, citation très classique, dans la pratique, nous sommes tacitement convenus, en règle générale, d'avoir recours à une méthode qui repose, à vrai dire, sur une pure convention, cette convention, etc., etc. Donc en fait, chez Keynes, il parle beaucoup de conventions, sans jamais vraiment en expliquer, expliquer véritablement d'où ça vient. Seulement dans cet article, dans l'article de 37, sachant que notre jugement individuel est sans valeur, nous cherchons à nous appuyer sur le jugement du reste du monde qui est peut-être mieux informé, mimétisme. Autrement dit, nous essayons de nous conformer à la conduite de la majorité, autoréférentialité, mimétisme. La psychologie d'une société d'individus, comme ça, s'efforce de copier les autres, conduit à ce qu'on appelle un jugement conventionnel. Donc, vous voyez comment je suis près des idées keynésiennes que j'essaie un peu, en quelque sorte, modestement, de systématiser. Et oui, alors, donc je ne vais pas avoir. Et à mon avis, c'est comme ça qu'il faut penser les marchés financiers. Alors j'ai juste un truc un peu drôle. Vous voyez, c'est les phénomènes d'auto-transcendance. Et un bon exemple d'auto-transcendance, c'est Munchausen qui se sort de l'étang, là, dans ce cas-là, vous savez, avec son cheval, en se tirant par les cheveux. Donc c'est la même chose, ça. Le groupe est capable, lui-même, sans référence en quelque sorte, de créer sa propre auto-transcendance. Et ça me semble être ainsi qu'il faut comprendre le marché financier. Je me cite dans cet article un peu provocateur là, de la revue de la régulation, où j'ai essayé de développer ça, cette idée qu'on n'est pas du tout dans des modèles bottom-up, mais le marché financier, c'est une structure qui informe les acteurs selon un certain nombre de conventions. Donc, dans l'interprétation que je propose, ça sera ma conclusion puisque j'ai plus de temps, le marché financier n'est nullement un mécanisme qui enregistre passivement les estimations des uns et des autres pour les agréger, ce qui est l'idée de la théorie standard. C'est un mécanisme essentiellement normatif, c'est-à-dire doté d'une puissance propre qui impose une évaluation spécifique sous la forme d'un cours boursier ou d'une convention financière. Donc c'est un mécanisme normatif, il produit quelque chose et il conforme les acteurs. Cette conception inverse totalement la logique marginaliste, puisque dans cette approche, les estimations individuelles se construisent à partir de la convention financière, c'est-à-dire à partir du marché lui-même et non l'inverse. C'est le marché qui informe les investisseurs et non l'inverse. La valeur sous la forme de prix est d'emblée collective, elle est une production du marché. Dans cette conception alternative, l'acteur n'est plus le souverain qui détermine les prix, tout au contraire, il est agi par le marché, et cette causalité inversée est particulièrement visible dans des épisodes de bulle, parce qu'il est clair que dans les épisodes de bulle, les acteurs sont, prenons la bulle Internet, j'aurais pas le temps, mais les acteurs sont tout le temps à la poursuite du marché. Et ça serait très bizarre de dire dans cet épisode que ça soit une création des individus, parce que tous les individus ne savent pas comprendre ce qui se passe. Et donc, dire que ça serait produit par des individus alors que tout le monde n'arrive pas à comprendre le modèle et est obligé d'inventer des modèles de comportement de plus en plus bizarres et complètement irrationnels pour essayer d'expliquer ces phases-là. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose d'une puissance, et c'est cette forme de pensée que je mettrai en avant, et donc ça conduit à mettre la question de la convention financière qui doit être analysée en tant que thème, en tant que récit, en tant que représentation, au cœur des analyses financières. Or, vous le savez, on ne le fait pas, on s'intéresse au prix, mais on ne s'intéresse pas au discours, à la manière dont ils sont structurés, et donc je pense qu'il y a là une autre voie pour penser ces questions financières. Merci. Bien, merci beaucoup André. Nous avons maintenant deux commentaires qui vont être faits par Pascal Trompette et Amélie Artis. Si vous voulez venir ici, ce sera peut-être oui. Bon, eh bien, merci Jean-François et merci André Orléans pour cette invitation à discuter la présentation. Ce que
j'apprécie tout particulièrement ce dont Jean-François est porteur et puis aussi André par sa venue, c'est de permettre un dialogue entre sciences économiques et sociologie, sciences politiques, sciences sociales. Et donc c'est sous cet angle que je propose d'ouvrir un petit peu cette discussion en suggérant, en indiquant aux collègues qui n'ont pas encore eu l'occasion de lire L'emprise de la valeur que c'est un ouvrage extrêmement pédagogique, didactique, on a évoqué un petit peu avant l'intervention, dans lequel il y a une vraie capacité à nous expliciter ou à nous rappeler, on les connaît, mais c'est précisé de façon très systématique les propriétés du paradigme valracien et puis ensuite les propriétés du nouveau cadre théorique proposé et je trouve que cette clarté est un atout pour le dialogue entre les sciences sociales. On n'est pas dans quelque chose qui est obscur pour le sociologue. Au-delà de cette pédagogie, il y a beaucoup de choses sur beaucoup de moments de dialogue en fait, disciplinaire. C'est un ouvrage qui, quelque part, est assez étonnant en fait, par l'ambition de dialoguer à la fois avec l'économie orthodoxe et de vouloir tenir ce projet de dialogue, d'intégration en fait, de l'économie orthodoxe avec une ouverture, voire un programme général incluant associé, presque pas unidisciplinaire, parce que je pense que c'est pas le projet dans son ensemble qui est unidisciplinaire, la conception de la valeur peut être unidisciplinaire, mais en tout cas un programme qui est très en coopération avec d'autres disciplines. Alors ça donne parfois des moments de tension et c'est là-dessus que je reviendrai, mais c'est vrai qu'il y a de vraies passerelles avec la sociologie, notamment quand vous ouvrez par exemple sur la question à partir de Veblen, sur cette idée qu'une des formes du mimétisme, ça peut être la question du désir, la recherche du prestige, etc. La prise en compte des travaux de Simmel m'a paru essentielle, c'est-à-dire que vraiment c'est une manière d'intégrer la conception de Simmel sur pas que sur la monnaie d'ailleurs, sur la notion de liquidité qui est essentielle, et puis peut-être quelque chose qui m'a plus interrogé, c'est la référence à Durkheim, mais j'y viendrai à la fin de mon commentaire. Alors cette double ambition, c'est ce qui m'a amené à un commentaire dans lequel je vais essayer, en reparcourant un petit peu ça de façon très rapide, on n'a dit pas plus de 10 minutes, ne vous inquiétez pas, les points de dialogue avec la sociologie économique. Donc le premier mouvement qui est autour de... Enfin, je dirais qu'il y a deux moments. Il y a ce travail d'unification de l'économie où on n'est pas dans la posture de dénonciation du paradigme néoclassique. Pour s'efforcer de l'intégrer dans un cadre conceptuel général, ça constitue un premier moment de l'ouvrage. C'est un mouvement... alors pour nous très important, et je pense en sociologie économique, on a un petit peu connu cet effort, c'est-à-dire d'arrêter de sortir de la critique, et c'est pour dire aussi qu'on a fait ce travail-là, et notamment, d'ailleurs, vous référez ces travaux, les travaux sociologiques qui ont montré comment les configurations de marché valraciennes, elles résultaient d'investissements très lourds, Calon, Partey, etc., Muniza, qui ont montré comment on fabrique en fait ces marchés qui répondent ou qui finalement sont conformes au modèle idéal typique. Donc ça c'est un premier point de passerelle. Il y a un second mouvement qui consiste lui dans le programme général à non seulement ne plus être dans la critique mais à refonder le modèle et à refonder le modèle en intégrant la question des interactions, c'est ce que vous avez rappelé. Cette idée de médiation interne dans l'ouvrage. Là, j'allais dire que c'est aussi pour nous, en tout cas en sociologie économique, un lieu de passerelle, c'est-à-dire que c'est pas formulé exactement l'inversion, mais il y a eu énormément de travaux sur, alors on parle pas forcément d'asymétrie de l'information, mais sur toute la question de la qualification, de comment on procède quand on n'est pas, quand on doit s'accorder sur les qualités et que les qualités ne sont pas données. Et j'allais dire que la sociologie économique en a même fait une sorte de paradigme en fait, dans lequel ça devient le modèle beaucoup plus général du marché que d'être confronté à des biens qu'on ne sait pas qualifier.
Donc pour moi, cette deuxième ouverture, elle est aussi un point de dialogue et de passerelle qui est très intéressant. J'allais dire qu'il y a un troisième point de passerelle qui est autour de cette question du mimétisme associé au prestige, avec les travaux qu'on a pu avoir, bien sûr chez Bourdieu après Veblen et dans la continuité, mais aussi chez Paul Dony, par exemple, qui décrit comment ces marchés spécifiques produisent des configurations, enfin, comment cette quête de prestige aboutit aussi à des configurations de marchés spécifiques dans lesquelles les hiérarchies symboliques se reflètent du côté des producteurs. Donc ça, c'est, voilà, donc premier temps dans lequel j'ai vu beaucoup de points de dialogue. Le second mouvement, il est autour de cette conception unidisciplinaire de la valeur. Alors c'est là où peut-être j'aurais un petit plus de points de discussion. Alors pas forcément dans le premier moment, je trouve que pour nous, sociologues, et je le recommande à mes collègues, toute la discussion sur la question de la liquidité, elle est passionnante. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne travaille pas forcément suffisamment, c'est-à-dire cette idée que finalement ce qui est premier, c'est pas le bien, mais c'est la liquidité. Et c'est le fait de rester dans la propension à l'échange en fait, et qu'on est dans cette dynamique de quelque chose qui nous entraîne dans l'intérêt pour des biens qui vont continuer, même si on connaissait ça avec Simone, mais je pense qu'on n'a pas forcément autant travaillé que ça et qu'on a été au final assez proche peut-être des premières conceptions plutôt très concentrées sur la symétrie d'information et la question de la qualification des biens, moins sur cette question de la liquidité. Donc j'ai trouvé ce moment très intéressant. Le second geste aussi là, là m'a plus posé question. C'est-à-dire cette idée que à un moment donné, le processus de polarisation mimétique va se traduire par une forme de... On entend toujours ? Il doit plus y avoir de batterie. Ah oui. Que le processus de polarisation mimétique, d'auto, etc., qui a été très présent dans la présentation, tout d'un coup, il y a des points un peu de basculement, de réification. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui fait passer d'une dynamique très interactionniste, je termine, à quelque chose de l'ordre de la réification idéale, avec un besoin d'objectiver dans une forme d'institution, mais qui procède au fond. Et il y a quelque chose, pour moi, de l'ordre d'une tension épistémologique qui est peut-être difficile à tenir. C'est-à-dire qu'on est à mi-chemin entre la psychologie économique de Tarde, on pourrait dire d'ailleurs, plutôt que celle de Durkheim, et le saut vers la représentation collective. Alors ça m'a amené à beaucoup de questions, c'est-à-dire finalement comment raisonner cette fabrique, ce maintien, cette force de l'institution, qu'est-ce qui amène à cette lecture très cognitive en fait de l'institution dans laquelle on a une dynamique endogène qui tout d'un coup, on ne sait pas d'ailleurs bien pourquoi en fait, elle passe à quelque chose de l'ordre de l'objectivation. Le recours à Durkheim dans l'idée de sacralisation pose question en fait. On se dit mais pourquoi on a besoin du sacré, et est-ce que là, dans ce questionnement, on n'aurait peut-être pas justement d'autres dialogues à avoir avec les chercheurs qui travaillent sur, au fond, quels sont les sous-bassements d'une institution, qu'est-ce qui fait une institution et qu'est-ce qui fait qu'elle se maintient. Et là, j'avais plusieurs pistes, mais peut-être on les évoquera dans la discussion avec les collègues. La sociologie, forcément, c'est une de ces questions majeures, c'est-à-dire comment les institutions se créent, se créent et se maintiennent ou disparaissent avec d'autres registres explicatifs que celui du mimétisme, en tout cas, qui ne paraissent pas forcément autosuffisants en soi. Donc je vais prendre le pas, on va avoir une vision un petit peu complémentaire, il y a sur des points on va se retrouver. Alors d'emblée aussi, je vais changer de sémantique.
D'une part, par ma discipline, étant économiste, je pense que par rapport à ce qu'a dit Pascal et en lien avec la manière dont on a perçu le travail d'André Orléans, il y a des choses qui se rapprochent, mais qu'on va voir qui ne vont pas être sur la même sémantique par rapport à ça. La première chose que je voudrais souligner au départ, c'est que aussi sur mon positionnement, je suis plutôt économiste institutionnaliste, donc en aucun cas on va refaire des débats d'idées sur la manière d'interpréter Marx. Mais moi, ce qui me paraissait intéressant, c'est un petit peu discuter de la portée et de l'utilisation et des perspectives que peut avoir votre travail. Je donnerai 3 points. Premièrement, le premier point, il est pour moi d'ordre épistémologique. Vous le dites à un moment donné, votre intention est à un moment donné de rendre intelligible le monde et de n'être ni dans une posture naturaliste ni normative. À partir de ce moment-là, je trouve que vous apportez aussi, dans la sémantique que vous utilisez, vous réaffirmez que les relations économiques sont incertaines, instables, mais surtout en prise de violence et de pouvoir. Et vous utilisez beaucoup cette sémantique-là, et je trouve qu'elle est intéressante par rapport à la vision très pacifiée que peut avoir le marché, de montrer ce combat-là. Et à partir de là, ça me fait réagir sur l'idée que vous proposez d'utiliser des idéotypes, et non pas de la modélisation pour trouver le bon moyen, le one best way. Et donc, ça souligne, et c'est là que c'est intéressant aussi vos travaux, le pluralisme et la diversité des arrangements institutionnels qui sont possibles, et le marché n'en est qu'un. Et je trouve ça que ça fait beaucoup écho, et en même temps un écho aussi à ce que disait Pascal, parce que je trouve que c'est une manière de poser différemment la question de l'isomorphisme, l'isomorphisme institutionniste ou même le mimétisme qu'on peut parler en économie, mais autant ça me permet de justifier l'intérêt de ne pas comprendre l'isomorphisme comme une fin en soi et comme on essaie de trouver le bon moyen, mais de montrer la temporalité et le fait qu'on a des retournements, des situations de cycle qui sont tout à fait pertinentes. Cependant, je reste un tout petit peu frustrée parce que j'ai l'impression qu'on explique ces phénomènes par le tâtonnement et la polarisation. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour moi, économiste? Comment je me saisis de ça? Ou est-ce que je ne retourne pas dans le tâtonnement valracien? L'autre élément qui me paraît très important aussi dans votre approche, c'est de vouloir faire la jonction, et vous l'avez tout à fait expliqué à l'oral tout à l'heure, entre des comportements individuels et des rapports sociaux. Et vous êtes bien là, je trouve, à ouvrir cette boîte noire entre les comportements individuels qui vont générer des conventions et celles-ci, dans quelle mesure vont être à l'origine de régulations macroéconomiques. Et c'est bien ça qui en fait à la fois toute la richesse, mais qui en même temps reste un petit peu frustrant. Et je vais vous dire pourquoi ça reste frustrant pour moi. Vous avez donné l'exemple sur ce fameux chiffre, vous donnez les exemples sur la question de la finance, mais si on est d'accord, ok, la finance se développe partout, on a une financiarisation des grandes entreprises. On voit bien que les crises montrent que finalement, il y a une concentration sur cette convention de la liquidité, mais que cette convention de liquidité produit des effets négatifs. Donc dans ces cas-là, pourquoi la finance reste-t-elle dominatrice? Pourquoi cette convention devient-elle dominatrice et n'est-elle pas remise en cause? Et à ce moment-là, ça revient sur une question qui existait entre conventionnalistes et je pense que vous l'avez eu avec vos collègues, sur finalement la hiérarchie de ces conventions, et de se dire pourquoi finalement la sphère financière a cette emprise-là. Et je pense que vous avez aussi des éléments à dire comment ça se passait avant, avec l'exemple que vous avez montré, Keynes en 1930, où on est dans une régulation qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui, mais déjà en lumière ces points-là. Et donc, voilà où je reste un tout petit peu frustrée par rapport à ça. Et je pense qu'elle nécessite à redire finalement qu'est-ce que c'est la liquidité. Moi j'ai travaillé sur la finance solidaire qui justement est une convention contre la liquidité, qui reste minoritaire, mais qui reste quand même. Enfin, la dernière chose, mais je sais que vous n'aurez pas le temps d'y répondre, et ça c'est un tout petit peu en détail, je travaille beaucoup sur les entreprises collectives, et donc sur tout ce qui est de non-marchand. Et donc je m'interroge sur cette articulation entre réciprocité ou redistribution pour reprendre Polanyi, ou entre ordre économique et art politique pour reprendre Terré, comment à un moment donné, cette approche par la convention et la convention financière ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres formes de convention et il n'y a pas d'autres systèmes économiques qui permettent à cette convention de perdurer. Merci pour vos deux exposés, vraiment très, très enrichissants pour moi. Merci beaucoup.
je dois dire, je ne suis pas sûr d'avoir entendu d'aussi bons exposés sur mon travail depuis que le livre est sorti. Donc merci beaucoup. Juste alors, comme on est toujours pressé, je viendrai pour Pascal, sur ta dernière question. Tu as raison, hein, je crois que moi aussi je ressens cette tension entre, en effet, ce que j'ai expliqué, et tu as très bien rendu, c'est-à-dire ce fait que le phénomène de polarisation mimétique, la boucle autoréférentielle conduisait à une réification, à une objectivation. Et en effet, c'est d'une certaine manière une des beautés formelles du modèle. Mais je suis sensible comme toi sur le fait qu'il y a une espèce de saut. Alors peut-être j'insiste parce que c'est mon résultat, et donc j'essaie de le mettre en avant pour dire, regardez comment les groupes se structurent dans ce type de situation. Donc ils se structurent à travers la production de références. Mais tu as raison, et peut-être c'est... oui, moi je crois que tu as raison. D'ailleurs, moi j'ai deux exemples sur ça. C'est essentiellement les marchés, c'est tout ce qui est lié un peu à la liquidité. Donc essentiellement les marchés financiers à travers la convention financière et, disons, l'ordre marchand à travers la monnaie. Et donc on voit déjà dans les deux que ce n'est pas la même nature de réification. Excusez-moi, j'espère qu'on m'a entendu. Donc c'est pas du tout la même situation d'objectivation. La monnaie est bien sûr beaucoup plus fortement instituée, alors que le marché financier, les conventions sont beaucoup plus fugaces. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail à faire. Donc tu as raison. Je ne jetterai pas complètement le truc. En particulier, c'est vrai qu'il me semble que la comparaison avec la dynamique endogène, avec l'idée de sacré chez Durkheim, est quand même assez éclairante, d'autant que Durkheim insiste beaucoup sur le fait que tous les registres de valeur, y compris la valeur économique, ce qui est quand même assez rare, parce que d'habitude on l'avait vraiment en dehors du registre des valeurs religieuses, et esthétiques, morales, éthiques, etc., à partir du même registre. Donc, voilà. Alors, un des points, pour ça, juste, et j'en ai fini pour essayer de donner quelques idées à propos des propos d'Amélie, c'est j'ai aussi utilisé le modèle spinoziste de Frédéric Lordon sur l'affect commun. Hein, parce que Lordon, au fond, a des concepts très très proches. D'ailleurs, on a écrit un texte ensemble à ce propos-là, et je crois qu'on pourrait dire un peu les mêmes critiques à propos là de l'affect commun comme le centre de la puissance institutionnelle. Mais j'ai une certaine sympathie pour ce type de concept qui permet quand même d'identifier ce qui est quand même fort, c'est-à-dire la source de la puissance sociale. Alors, pour répondre à Amélie, ma réponse serait un peu différente parce que je crois que tu as essayé, tu m'en fais trop dire en fait. C'est vrai que tes remarques étaient très justes, mais je répondrai en disant que je suis loin d'avoir présenté une macroéconomie en fait. Hein. Donc en fait, oui, il y a plein de choses qui manquent. Et je comprends tout à fait que ça puisse, que ça soit des questions sur lesquelles il faille travailler. Mais par exemple, sur la question du pouvoir, je dirais quand même que pour les points sur lesquels j'ai travaillé, sur la question de la monnaie, ce lien entre rapport de pouvoir et monnaie est très très mis en avant, puisque je n'arrête pas de dire que l'institution monétaire est le résultat de rapports de force qui peuvent se retransformer à travers des séditions monétaires quand il y a des groupes, etc. Donc, pour une part, je dirais que dans ce que j'ai traité le plus spécifiquement, voilà, là je fais le job sur le rôle des rapports de pouvoir en question.